Salut Gaëtan, j'espère que tu vas bien. Ça me fait très plaisir de te revoir sur la chaîne, ça faisait un petit bout de temps. Peut-être pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter très succinctement avant qu'on rentre dans le vif du sujet? Yes, avec plaisir. Effectivement, ça fait un petit bout de temps, ça doit faire plusieurs mois, peut-être même un an. Je ne suis pas venu sur ta chaîne. Donc, pour me présenter rapidement, donc, je m'appelle Gaëtan. Mon métier principal, c'est formateur référent chez Alira. Donc, ça fait maintenant 5 ans à peu près que je suis formateur chez Alira sur différentes formations blockchain qu'on offre. On n'offre pas que des formations blockchain, mais moi, je suis formateur sur l'aspect blockchain, surtout orienté architecture des blockchains et orienté finance décentralisée ensuite, qui sont les deux principales formations qu'on propose. À côté de ça, j'ai tout un tas de petites missions dans l'écosystème. Je travaille pour des protocoles de DeFi, un qui est assez connu qui s'appelle Spectra, qui est le concurrent un peu francophone de Pendle. Je suis au conseil d'administration d'Ethereum France, dont j'ai le pull, il ne voit pas trop là, mais je représente un petit peu Ethereum France quand même aujourd'hui, qui est cette association française qui a pour but de démocratiser le savoir et la connaissance autour d'Ethereum, mais aussi d'organiser des salons, et notamment un très très grand salon, le fameux ETHCC, qui a lieu chaque année en France. Voilà, et j'ai un passé à la base d'ingénieur, donc avant d'être dans tout cet écosystème blockchain, j'ai fait des études d'ingé. Excellent, et tu as été mon prof aussi. Tout à fait, exact. À chaque fois, j'oublie, mais c'est vrai que tu es passé par Alira, effectivement. Alors moi, Ça va te j'oublie pas. servir, De quoi? ça va te servir pour aujourd'hui, tu verras. Ouais, ouais, non, mais t'inquiète pas. Alors, j'ai un petit peu bossé le sujet. Puis surtout, évidemment, c'est pas la première upgrade. Donc, on a dans l'émission essayé de vulgariser, essayer d'expliquer un petit peu les différentes upgrades qui ont eu lieu. La dernière, je crois que c'était Pectra. Et à chaque fois, voilà, on en parlait un petit peu. Alors d'ailleurs, pour ceux qui nous rejoignent un petit peu sur ce sujet-là, depuis The Merge, d'accord, qui a permis à Ethereum de passer du Proof of Work au Proof of Stake, Ethereum a enchaîné plusieurs mises à jour, toujours dans le but de réduire les coûts, augmenter la vitesse et préparer justement cette stratégie roll-up centrique, c'est-à-dire centrée sur justement ces layer 2. Est-ce que tu peux nous rappeler, avant de parler justement de Fusaka, peut-être les grandes étapes depuis The Merge et pourquoi justement Ethereum avait besoin d'une énième upgrade et à quel problème il fallait s'attaquer? Peut-être en introduction, si tu veux bien. Ouais, c'est une bonne question, en sachant qu'en plus la roadmap a un peu changé en cours de route, donc c'est important de voir tout ça. Donc depuis The Merge, qui était en 2022, qui a permis le passage officiel du Proof of Stake, c'est-à-dire qu'on a mergé, c'est pour ça que ça s'appelle The Merge, deux blockchains. La blockchain Proof of Stake avait été lancée 2 ans plus tôt et qui servait à rien, entre guillemets, qui était juste là pour bootstrapper un réseau de validateurs, mais qui ne validait pas des blocs. Et la vraie blockchain Ethereum, donc les deux ont été fusionnés en 2022 pour officiellement passer Ethereum en Proof of Stake, c'était le fameux The Merge. On a eu ensuite, si je ne me trompe pas, avant Fusaka, 3 hard forks. Le premier qui a suivi The Merge s'appelle Chapella. Donc, c'était un mélange de mémoire de Shanghai et de Capella, puisque depuis qu'on est passé à The Merge, à chaque fois qu'on fait un hard fork, on fait des modifications de code source pour deux clients d'Ethereum, le client qu'on appelle d'exécution et le client de consensus. En gros, le client de consensus, c'est celui qui gère le proof of stake, pour simplifier, et le client d'exécution, c'est celui qui gère les transactions, les blocs, la gestion même de l'exécution d'un bloc, si vous voulez. Donc, Chapella, c'était la contraction de Shanghai et de Capella, et toutes les hard forks d'après vont avoir des noms comme ça de contraction. Donc, ce hard fork, il était très petit. Son objectif, c'était d'être capable de déclencher ce qu'on appelait le retrait des validateurs. Avant Chapella, quand on est passé à The Merge, vous pouviez valider, mais vous ne pouvez pas récupérer vos Ethers. Vous avez le droit de participer au Proof of Stake, vous n'avez pas le droit de retirer vos Ethers. C'était bloqué ad vitam aeternam, entre guillemets. Vous faisiez confiance sur le fait que plus tard, une mise à jour permettrait le retrait. Ça a été le cas du coup de Chapella. Après Chapella, si mes souvenirs sont bons, on a eu Denkun. Donc Denkun, là, c'est une grosse mise à jour qui a permis l'introduction des fameux blobs dont on va beaucoup parler aujourd'hui. Donc, ce sont des nouvelles zones qui sont créées à chaque bloc. Donc, avant, on n'avait que des blocs. Et depuis Denkun, on a des blocs et des nouvelles zones de data qu'on appelle des blobs. Alors, de mémoire, c'est Binary Large Object. Et je ne me rappelle plus le dernier B, mais c'est simplement des grosses zones de data, tout simplement. Ça a été introduit, du coup, avec Denkun. Et les deux mises à jour qui Les blocs.
excuse-moi, hein, pardon, ce qui fait la particularité de ces blobs, c'est que je crois, hein, ils sont éphémères. C'est-à-dire qu'en fait, on part du principe qu'on n'est pas obligé de tout stocker définitivement sur la blockchain. On va donc stocker dans les blocs, on va dire, les données essentielles et ad vitam aeternam. Et par contre, les données secondaires, entre guillemets, hein, on les met dans des espèces de petits wagons attachés au bloc, mais juste pendant une durée de quelques jours, je crois. C'est ça. Alors, le principe, en fait, c'était avant l'existence des blobs, quand on voulait déposer de la data sur la blockchain, c'était forcément déposer ad vitam aeternam. Et on utilisait un opcode qui s'appelait call data, qui coûtait assez cher en gaz et qui permettait de stocker de la data sur Ethereum. Il faut savoir que les layer 2 d'Ethereum, notamment les rollups, ils ont besoin de faire deux choses sur Ethereum. C'est la chose la plus importante, c'est publier leur data, publier leurs transactions compressées, et publier après l'état de leur blockchain. Et donc, avant l'existence des blobs, ils publiaient leur data avec le code call data, donc ad vitam aeternam sur Ethereum. Or, ils n'en ont pas besoin. On a besoin d'avoir des data que pour un temps donné, pour les authentifier, pour faire des vérifications. On en parlera sans doute plus tard. Donc, du coup, on a créé un nouvel objet qui n'existait pas avant, les fameux blobs. Ce sont donc des zones de data de 128 kilooctets chacune qui restent 18 jours seulement sur la blockchain. Ça veut dire que les nœuds de la blockchain doivent stocker les blobs uniquement 18 jours. Alors, très exactement, c'est 4096, si je ne dis pas de bêtises, époques, et ça fait environ 18 jours. Les Voilà, donc époques, c'est l'unité de temps, hein, sur la blockchain. c'est ça, c'est 32 slots, donc c'est 32 fois 12 secondes, ça fait 6 minutes et quelques. Et donc 4096 fois 6 minutes, vous avez à peu près 18 jours. Et en Et donc fait, ça permet. on attend justement que ces 32 slots soient validés pour partir du principe que on peut pas revenir en arrière, quoi. Ça devient irrémédiable. C'est ça, en gros. Ouais, c'est un poil plus complexe que ça, mais c'est ça, ouais, c'est une question de justification, de finalisation des époques. Mais oui, il y a une notion de double consensus sur Ethereum. Il y a un consensus au niveau de chaque bloc, et puis il y a un consensus au niveau des époques. Et donc on doit valider les époques. Il faut attendre que deux époques aient eu lieu et soient justifiées pour que ce soit 100% finalisé. C'est un poil complexe, mais dans les grandes lignes, c'est ça. Non, non, mais c'est Euh, hyper intéressant de parler de ça, de ce double consensus. Il y a Casper, je crois, qui ça. C'est ça, Ouais. donc Casper justement, ça s'appelle Casper The Finality Gadget. C'est un petit gadget qui permet de rajouter de la finalité, qui utilise ce qu'on appelle les Byzantine Fault Tolerance consensus. Donc globalement, c'est ce que vous avez partout. C'est les Tendermint sur Cosmos fonctionnent comme ça, Solana fonctionne comme ça. On a des validateurs qui votent et il faut qu'il y ait 66% d'entre eux qui soient d'accord pour finaliser un bloc. Ben ça, sur Ethereum, ça a lieu à chaque époque, donc toutes les 6 minutes pour simplifier. Là où par contre, à chaque bloc, toutes les 12 secondes, on a un consensus qui est différent, qui s'appelle LMD Ghost et qui va en fait simuler le proof of work avec le proof of stake, donc ça s'appelle le consensus de Nakamoto, et qui va là simplement dire que c'est la majorité qui gagne. Donc s'il y a une majorité de personnes votent pour un bloc, bah, c'est ce bloc-là que le bloc officiel. Et le fait qu'on ait ces deux consensus, c'est la seule blockchain avec Polkadot qui a ce système-là, donne énormément de résilience à Ethereum en fait. Même si on a 50% des validateurs qui sont perdus, la blockchain continue à tourner, ce qui n'est pas le cas de, par exemple, Solana ou d'autres blockchains qui sont en BFT. Donc c'est vraiment très particulier, le proof of stake d'Ethereum, il est vraiment très chiadé, comme on dit. Il a été très bien pensé, très robuste. Et avec Polkadot, ce sont les deux seules blockchains, à ma connaissance, qui ont ce système-là. Ok, donc ça c'était pour revenir un petit peu voilà, sur les bases du consensus. Alors revenons donc sur tu nous as parlé d'Dan Kuhn qui a intégré la notion de Danksharding, là, je sais pas quoi. Ça s'appelle le proto-danksharding pour donner Voilà, le terme technique, mais les gens l'ont retenu comme l'apparition des blobs, parce que blob c'est marrant, c'est mignon, très voilà, bien. on s'en rappelle mieux. Il y avait plein d'autres petites mises à jour, hein, mais on retient toujours les grosses mises à jour principales, mais c'était celle-ci la plus connue. Et ça a permis du coup de drastiquement diminuer le coût des transactions sur les layers 2, puisque les layers 2 du coup vont payer depuis cette mise à jour beaucoup moins cher le fait de poster leurs transactions sur Ethereum que préalablement. Donc ça c'était Dan Kuhn. Ensuite il nous reste Spectra, qui a eu lieu en mars ou avril de cette année, donc début de cette année, qui est là était une mise à jour plus technique. C'est une grosse mise à jour avec plein de petites EIP. Il n'y a pas de grosses EIP majeures, c'est une somme de plein de petites EIP. Ça concernait beaucoup les validateurs. Ce que les gens en ont retenu, c'est une mise à jour, par exemple, qui permet d'avoir des validateurs qui ne sont plus seulement de 32 Ethers, mais qui peuvent aller de 32 Ethers à 2048 Ethers désormais. Un validateur peut aller de 32 Ethers à 2048 Ethers. Il a un pouvoir de vote qui est proportionnel au nombre d'Ethers qu'il possède. Ça, c'est un exemple. Et puis plein d'autres petits exemples techniques qui ont amélioré le VM, qui ont permis de scaler, d'augmenter le gaz, etc., etc. On avait fait, je crois, une vidéo ensemble où j'avais expliqué tous ces EIP petit à petit. Donc ça n'a pas trop concerné l'utilisateur lambda, quoi, globalement. Le user classique d'Ethereum ne l'a pas trop vu passer, la mise à jour Spectra, parce que c'était plein de petites mises à jour techniques. Et on arrive du coup à Fusaka aujourd'hui, c'était le 3 décembre de cette année, et qu'on va pouvoir expliquer. Ce qui est important quand même de souligner,
qui est très majeur chez Ethereum. C'est deux choses, c'est la différence de rapidité et de fréquence des mises à jour. Avant, les hard forks avaient lieu toujours tous les 1 an. Et depuis qu'il y a eu un gros changement à la fondation Ethereum, donc ça fait à peu près 1 an qu'il y a eu ce changement-là à la fondation, on pousse pour faire des mises à jour plus fréquemment, pour aller plus vite en fait. Et donc là, on a eu que 6 mois entre Pectra et Fusaka, par exemple. C'est la première fois qu'on a deux hard forks qui ont lieu dans une période si courte. Et l'objectif, c'est de continuer sur ce rythme. Alors, il n'y a pas d'objectif de faire toujours 6 mois, mais c'est d'aller le plus vite possible, que ce soit 6 mois ou 8 mois, peu importe, entre les hard forks. Et donc le prochain, qui s'appellera Glamsterdam, il est prévu normalement milieu d'année, quoi, si on espère. Hmm. 2025. Alors justement, ce qui est intéressant, moi j'aimerais bien, si tu veux bien nous expliquer, moi je l'avais suivi pour Pectra, mais pas pour Fusaka, puis je me suis rendu compte que c'était à peu près toujours le même modèle. D'abord, il y a une phase de test sur un testnet, voire parfois sur plusieurs testnets. C'est-à-dire qu'en fait, on teste les mises à jour sur des blockchains fictives avant que ce soit implémenté sur la vraie blockchain, entre guillemets. Et là, on constate que parfois ça se passe bien, parfois il y a des bugs, etc. Donc là, par exemple, sur Fusaka, pareil, il y a eu des tests qui ont été faits sur, je ne sais pas, Sepolia ou je ne sais plus comment il s'appelle, mais il y a des blockchain tests, c'est ça? Ouais, tout à fait. Alors, quand ils testent leur mise à jour, d'abord, ils font ce qu'on appelle des devnets. Donc, ce sont des réseaux créés spécialement pour ça. C'est même pas les testnets, c'est avant les testnets, c'est des devnets, c'est des réseaux entre eux, entre core dev, pour vraiment tester leur mise à jour. Ça, c'est fait systématiquement, mais nous, en tant que grand public, on ne le voit pas trop. Et après, ce qu'ils font, c'est qu'ils le mettent sur les réseaux de testnets d'Ethereum. On en a toujours deux. Donc, ils changent régulièrement, mais on a un réseau de testnet dit d'infrastructure qui sert à tester la nouvelle infrastructure d'Ethereum, globalement le proof of stake, globalement le consensus, globalement des grosses mises à jour d'infrastructure en fait. Et on a un réseau testnet qui est plus stable, qui sert notamment aux développeurs d'applications pour tester leur appli. Donc aujourd'hui, ce testnet, il est connu, il s'appelle Sepolia. Sepolia, c'est le testnet sur lequel tout le monde va, je sais pas, AV, quand ils veulent déployer une nouvelle fonction, ils vont aller d'abord sur Sepolia, déployer AV sur testnet pour vérifier que ça marche. Parce que l'infrastructure, elle est très fiable. Les autres testnets, donc le premier dont je parlais, c'est des testnets qui changent plus régulièrement. Le tout dernier s'appelle Hoodie. Il a remplacé Oleski, qui était l'ancien testnet. Ça, c'est un testnet qui est peu stable parce qu'on pète toute l'infra, quoi. On pète les validateurs, on n'est pas sûr de finaliser, d'avoir des blocs qui s'enchaînent. Donc, c'est moins fiable, entre guillemets, pour les développeurs d'applications. C'est vraiment pour que les core devs testent des mises à jour d'infrastructure. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a d'abord testé Fusaka sur Hoodie. Quand ça s'est bien passé, un mois après, on a testé Fusaka sur Sepolia. Et quand ça s'est bien passé sur Sepolia, on décide d'une date collectivement pour la mise à jour sur le mainnet. Dans le cadre de Fusaka, ça s'est très bien passé de mes souvenirs sur les deux. Sur Hoodie comme sur Sepolia, on n'a eu aucun problème. Mais sur Pectra, ça n'avait pas été le cas. Sur Pectra, on avait découvert des problèmes sur les deux testnets. D'abord sur Hoodie, enfin c'était Oleski à l'époque, puis sur Sepolia. Donc on se dit, oulala, heureusement qu'il y a testnet parce que ça fait 2 fois qu'on découvre un bug. Ça n'a pas été le cas sur Fusaka. De mémoire, il y a eu peut-être un mini bug, mais c'était très léger. Ok. Donc ça, c'est pour l'implémentation. Alors, donc, si j'ai bien compris, donc, ça a été mis en place sur le mainnet, c'est comme ça qu'on appelle ça, la La vraie chaîne, blockchain. la vraie blockchain, voilà, dans la nuit du 3 décembre, je Ouais. crois. Alors, quel problème Fusaka entend apporter une solution et ensuite on essaiera de comprendre comment justement il essaye d'y répondre. Et est-ce que selon toi, c'est une bonne réponse pour y aller de Ouais, façon alors séquencée? j'avais préparé une slide, mais bon, du coup, c'est sur mon autre PC, c'est pas grave, je ne peux pas la partager, mais je l'aurai moi à l'écran à la limite pour rien oublier. Euh, Avant Fusaka, on avait vraiment une orientation de la roadmap d'Ethereum qui est très, très roll-up centrique. Tu l'as dit tout à l'heure en introduction, c'était de développer à fond les layers 2. Fusaka vient un peu à réaliser, je dirais pas la fin, mais vient à la fin de cette vision et en introduire une nouvelle. La nouvelle vision de la fondation d'Ethereum, maintenant, elle se décompose en 3 sous-parties. C'est toujours effectivement continuer à scaler layer 2, d'avoir une vision roll-up centrique, mais de ne plus négliger la scalabilité du layer 1 lui-même. Donc d'avoir à la fois la scalabilité des layers 2 tout en ayant la scalabilité des layers 1, ce qui avait été un peu abandonné il y a 3 ans dans cette vision roll-up centrique parce qu'on considérait qu'on ne pouvait pas le scaler si on voulait respecter la décentralisation du réseau. Or, entre-temps, de nouvelles technologies sont arrivées, sont devenues matures, on en reparlera, qui ont permis de faire les deux. Donc, Fusaka vient finaliser, enfin, c'est pas finaliser, mais concrétiser une vision roll-up centric roadmap et commencer à améliorer, enfin, à débuter une vision de scalabilité du layer 1. Donc, on a en gros deux objectifs principaux. Scaler le layer 2, c'est d'ailleurs l'objectif le plus connu avec le PIRDAS, on y revient juste après. Et ensuite, scaler le layer 1. Le troisième sous-objectif, ce serait améliorer l'UX, donc l'user experience des personnes qui utilisent Ethereum et les layers 2 de manière générale.
Donc, c'est les trois objectifs d'Ethereum. Maintenant, c'est un mantra, c'est Scale L1, Scale L2, Improve UX. Et dès qu'ils font un EIP sur Ethereum, désormais, ils doivent dire en quoi ça répond à ces trois objectifs. En quoi chaque EIP, Scale le L1, Scale le L2 ou Improve le UX. C'est vraiment leur ligne directrice. Très clair. Merci Gaëtan. Alors, vraiment, pour le coup, c'est très, très clair. Donc, en gros, et ça, c'est hyper intéressant, je ne savais pas. Je découvre en même temps que les auditeurs. Hein, voilà, pour que les gens le sachent. Hein. Effectivement, c'est vrai qu'on avait le sentiment depuis quelques années que Ethereum avait un petit peu abandonné les transactions sur la main chain, sur vraiment Ethereum voilà, L1. En gros, ceux qui veulent s'y risquer, allez-y, mais au risque que ça vous coûte cher, que ce soit plus lent, etc. Et d'ailleurs, il y a encore beaucoup de TVL hein, sur Ethereum L1, mais il s'agit surtout voilà, de grosses transactions, etc. Et dès que vous avez besoin d'en faire des plus petites qui ne justifient pas qu'il y ait des frais peut-être plus élevés, une rapidité folle, vous passez par les L2. Et là, on peut citer évidemment Base, Polygon, je ne sais pas c'est quoi, les Arbitrum, Optimism, il y en a peut-être d'autres. Hein, Zcassing, Starknet, mais tu as cité les principaux. Base et Arbitrum, ce sont les deux principaux qui lead le marché aujourd'hui. C'est ça. Et donc là, pour ceux qui nous écoutent, hein, c'est quoi un L2 vraiment de façon très rapide pour être sûr que tout le monde maîtrise bien tous les termes. C'est quoi un L2 par rapport au L1? En gros, voilà, qu'est-ce qui fait la différence entre les deux en termes de sécurité et en termes de qui fait quoi en vérité au niveau du consensus? Tu peux nous expliquer ça un petit peu rapidement? Ouais, c'est extrêmement important. C'est pas facile à vulgariser, mais je m'y tente. Déjà, un layer 2, ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'il existe plein de layer 2 différents. Donc, layer 2, c'est un nom de famille de technologies blockchain diverses et variées. Et donc, souvent, quand on dit L2, sur Ethereum, on pense aux roll-up, qui sont un sous-ensemble des L2, mais il y a plein de L2 différents. Par exemple, sur Bitcoin, le Lightning Network est un L2, mais ça n'a rien à voir avec un roll-up. C'est une technologie différente. Mais L2, c'est facile à dire, c'est rapide, donc on dit ça tout le temps. Mais attention, techniquement, ça ne veut pas dire la même chose. Donc, En moi, gros, L2, pour comprendre, tu as la couche, donc la blockchain qui est comme ça, et un L2, c'est une couche secondaire sur laquelle il va se passer des transactions, et à un moment donné, on va remonter tout sur la blockchain pour avoir la validation définitive. Plus ou moins, effectivement. C'est pour ça que selon le type de L2 que tu as, ça va changer. Mais si je dois décrire ce qu'est un layer 2, effectivement, un layer 2, c'est une couche technologique qui dépend d'une couche technologique sous-jacente. C'est pour ça qu'on l'appelle layer 2. C'est que normalement, le layer 2 ne peut pas exister sans l'existence du layer 1. Bon, c'est pas 100% vrai, mais ça dépend d'une infrastructure sous-jacente. C'est pour ça qu'on parle de layer 2. Il existe trois layers 2, trois types de layer 2 différents. On appelle les réseaux de canaux de paiement, c'est le cas de Lightning Network, les chaînes plasma et les roll-up. La plupart des gens connaissent les roll-up ou le Lightning Network, c'est les deux plus connus. Donc moi, je vais juste décrire les roll-up parce que c'est de loin le plus utilisé et standardisé dans l'écosystème. Un roll-up, c'est quoi? C'est une blockchain. Là, c'est important à comprendre, c'est qu'Arbitrum Base, c'est une blockchain. C'est une blockchain à part, d'accord? Mais elle a une particularité principale, c'est qu'elle se sécurise grâce à une autre blockchain. C'est-à-dire qu'elle peut se permettre d'être extrêmement centralisée, enfin peu décentralisée ou centralisée, avec très peu de validateurs, voire aucun validateur du tout, et être 100% séquencé par une entité unique, comme par exemple la fondation Arbitrum ou l'équipe d'Arbitrum, tout en bénéficiant de la sécurité et de la décentralisation d'une autre blockchain. Donc c'est ça à la base un principe, c'est une blockchain qui se sécurise sur une autre. Ça, c'est un roll-up. Si je devais vraiment être très 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 haut niveau, dans le détail, qu'est-ce que c'est? Vu que c'est une blockchain, ça a des blocs, ça a des transactions, et ça, ce qu'on appelle un état. Un état, c'est quelque chose qui définit combien toi et moi on a d'Ether, par exemple, combien toi et moi on a du SDC sur Arbitrum. Ça, c'est l'état de la blockchain. Eh bien, ce que fait un layer 2, un roll-up plutôt, c'est qu'il vient poster son état sur le layer 1 en permanence, c'est-à-dire qu'il vient dire à Ethereum, voici mon état. Donc, il poste très exactement le Merkle root de l'état, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Donc, il dit GRM a 2 Ethers, Gaëtan, il a 1 Ether sur Arbitrum, je poste ça sur Ether. Et en plus, je vais poster toutes les transactions qui ont permis d'arriver à cet état-là. Donc, le fait que moi, je t'ai envoyé un Ether, c'est une transaction. Je vais compresser cette information, comme un point zip, si tu veux. Et cette information compressée, je vais la poster sur Ethereum dans les fameux blobs dont j'ai parlé juste après. Donc, un layer, un rollup, c'est quoi? C'est une blockchain qui vient publier son état et ses datas compressées sur un layer 1 Ethereum. Si je devais le résumer en une phrase, ce serait ça. Ok, alors ce qui est intéressant, effectivement, pour peut-être finir sur le L2, c'est en gros qui fait quoi? Parce que tu as l'exécution, tu as le consensus, tu as aussi qui stocke la data. Donc en fait, tu as ce qu'on appelle une modularité des blockchains, à la différence de Solana, où c'est du monolithique, tout se fait sur Solana, le L1. Sur Ethereum, c'est différent, puisqu'on peut
comment on dit, diviser les différentes actions qui sont faites. Et soit ça dépend du L2, soit ça dépend du L1, soit même ça peut dépendre du L3 ou d'une blockchain dédiée pour ce qui est les blockchains spécialisées en data. Donc voilà, donc en gros, une transaction et sa validation, ben, il y a plein d'étapes qu'on peut diviser pour optimiser, encore une fois, toujours le même problème, ça coûte moins cher, ça prend moins de place et c'est plus rapide. On en revient à la scalabilité. C'est surtout ça à quoi répond les L2, c'est bien ça? Tout à fait, tout à fait. Donc en fait, on peut séparer les rôles des blockchains en 4 rôles. C'est ce qu'on appelle l'exécution, la data, le consensus et le settlement. Donc c'est diviser la blockchain en 4 sous-fonctionnalités. Et le principe d'un roll-up, c'est d'outsourcer, donc de sortir l'exécution d'Ethereum pour la faire ailleurs. Donc l'exécution, le fait de réaliser des transactions, de changer les états, etc., se fait au niveau du layer 2. Et tout le reste va se faire au niveau du layer 1. La data va se faire au niveau du layer 1, puisque le layer 2 doit publier sa data sur le layer 1. Et le consensus et le settlement sont faits par Ethereum de deux manières différentes. L'aspect qu'on appelle settlement, c'est que le layer 2, il doit prouver que ce qu'il a fait au layer 1 est correct. Et pour ça, on a deux solutions. Soit on a les fameux ZK Rollup qui disent, ben, voici une preuve mathématique qui vous prouve que moi, ce que j'ai fait, c'est correct. Ou on a les optimistic Rollup qui sont un peu marrants, qui disent, ben, moi, je te prouve rien du tout. C'est voici ma data, et j'ouvre une fenêtre de 7 jours pour que n'importe qui prouve que j'ai fait une connerie, entre guillemets. Donc c'est ça un peu les deux technologies. Si personne ne se manifeste, on considère que la donnée est intègre. Ça. Du coup, c'est pas cher du tout parce qu'en gros, j'ai rien à prouver. Voici ce que j'ai fait et démerdez-vous pour prouver que j'ai fait une connerie. Mais par contre, ça laisse 7 jours d'instabilité un petit peu. Donc, c'est la contrepartie des optimistic rollup. Et les Zk rollup ont une preuve mathématique. Ça, c'est ce qu'on appelle le settlement. Et tout ça va être vérifié ensuite par tous les nœuds d'Ethereum et par tous les validateurs d'Ethereum derrière. Donc, tu as ensuite la sécurité d'Ethereum qui permet de vérifier qu'effectivement la Zk proof est correcte, par exemple. L'aspect settlement, c'est ça. L'aspect consensus, c'est tout le consensus d'Ethereum qui est par derrière. Donc, c'est le proof of stake d'Ethereum qui dit que si 66% des validateurs sont d'accord, eh bien, on va finaliser, par exemple, l'état du layer 2, un exemple. La data, par le passé, c'était géré par les call data, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, et maintenant, c'est géré par les blobs. Donc, data, consensus, settlement, géré par Ethereum, mais l'exécution, gérée par le layer 2. Et l'avantage, en fait, d'outsourcer l'exécution, c'est qu'on n'a plus qu'à prouver que cette exécution est correcte sur le layer 1, plutôt que de la réaliser sur le layer 1. Ok, déjà, les gars qui nous écoutent, hein, franchement, vous voyez la différence entre Gaëtan et moi. Gaëtan, quand il explique, genre, il utilise les bons mots, c'est bien clair. On voit le formateur, et moi, c'est un peu à l'arrache, donc j'espère que vous m'en voulez pas. Mais je vois la différence et merci pour ça, pour cet effort de vulgarisation. Petite question qui n'a rien à voir. Désolé si je pars un peu en live, mais je trouve que c'est hyper intéressant. Est-ce qu'avec les blobs, les blockchains data availability, la Celestia, elles deviennent obsolètes selon toi ou rien à voir? Non, elles ne deviennent pas obsolètes parce que en fait, ces blockchains, elles ont été construites spécialement pour la data. Ça veut dire que des blockchains comme Celestia, elles sont construites de A à Z dans le but de servir de data availability. Et donc, forcément, elles peuvent scaler davantage, elles peuvent offrir plus de data par seconde, plus de transactions par seconde. Là où le layer 1 d'Ethereum, il fait plein de choses à la fois. Il ne fait pas que ça. Et donc, vu qu'Ethereum n'a pas été optimisé pour ça, ça reste des concurrents pertinents et intéressants. La différence, donc pour moi, c'est pertinent, mais ça dépend de ton objectif à terme. Quand tu es un layer 2, tu as donc le choix de choisir si tu mets ta data sur Ethereum ou si tu mets ta data ailleurs. C'est un risque que tu prends et un problème de composabilité, je m'exprime. Si tu mets ta data ailleurs que sur Ethereum, tu fais confiance à deux blockchains. Tu fais confiance à Ethereum d'un côté et à Celestia de l'autre, par exemple. Donc déjà, tu as plus de contrepartie et de risque de contrepartie. Et le problème ensuite, c'est la composabilité. Si tu veux être composable dans le futur avec d'autres layers 2, il faut que ta data soit sur Ethereum. Tu ne peux pas avoir deux layers 2 qui sont composables entre eux, qui pourront interagir s'ils n'ont pas la data qui est postée sur Ethereum à la fois. Donc, tu as un risque de composabilité et de sécurité. Néanmoins, imagine que, je sais pas, tu es un jeu vidéo, tu as envie de créer Diablo 8 en 2040, tu vois, tu n'en as rien à foutre d'être compatible avec d'autres jeux vidéo, tu as juste ton propre jeu vidéo à toi. Bah, d'aller sur la data availability de Celestia, ça peut être tout à fait pertinent parce que ce sera 100 fois moins cher peut-être et tu n'as pas besoin de composable, donc tu t'en fiches. Si tu es un layer de bancaire, de finance décentralisée, c'est pas la même chose. Tu as besoin d'une sécurité différente, d'une composabilité. Donc c'est bien que les deux existent. Voilà. Ok. Donc revenons à Fusaka et la principale innovation dans l'objectif, en tout cas que moi je découvre, hein, c'est qu'on décide, donc on continue roll-up centric, ok, pas de problème. Par contre, on mise finalement, on remise sur le layer 1. Alors ça, c'est en réponse à quoi? Est-ce que c'est en réponse aux critiques peut-être de la communauté qui se disent bah, le roll-up centric, c'est super, mais ça fait rentrer moins de cash?
parce que finalement, les fees sont quand même en partie payées au layer 2 et que on a quand même besoin d'un modèle économique où Ethereum génère des revenus. Donc, il faut mettre un peu plus de transactions sur le L1 ou est-ce que c'est juste parce que l'état de l'art technologique évolue et que ça devient possible, comme tu le disais tout à l'heure? C'est une bonne question. C'est pas facile de répondre puisqu'il n'y a pas de véritable réponse à cette question. C'est une impression. Je pense à titre personnel que c'est largement les deux. Donc c'est d'abord une innovation technologique qui a été bien plus mature que prévu, à savoir le ZK, hein. Donc l'objectif c'est de scaler le layer 1 d'abord sans le ZK, on va en parler juste après, et après avec le Zero Knowledge. Mais c'est aussi un vrai mouvement social qui est de dire pour que les layers 2 plus tard choisissent Ethereum comme layer 1, il faut que Ethereum comme layer 1 soit intéressant. Quand on dit soit intéressant, ça veut dire qu'il est notamment beaucoup de finances décentralisées accessibles, qu'il y ait beaucoup de liquidités à aller chercher, à aller récupérer, beaucoup de liquidités pour faire des swaps, pour faire des emprunts, pour faire des prêts. Donc on a besoin de rendre le layer 1 attractif en lui-même pour que le layer 2 se développe. L'idée de penser que les layers 2 vont se développer et choisir Ethereum par défaut, alors qu'il n'y a rien sur le layer 1, était sans doute une mauvaise idée. Donc il y a une sorte de push social qui est de dire il faut rendre le layer 1 sexy et attractif, au moins pour la grosse liquidité, pour que les grosses institutions puissent venir et y mettre des millions, des milliards de dollars, par exemple. En gros, pour les grosses activités importantes. Et ensuite, en rendant le layer 1 sexy, on pourra avoir plus de layer 2 qui viennent se plugger sur le layer 1. Et ça vient aussi répondre à un problème économique que tu suggères. Là, c'est plus dur d'avoir une réponse. C'était l'aspect fees. Effectivement, il y a plus de fees qui sont générés par le layer 1 que par les layers 2 aujourd'hui. Et donc, en scalant le layer 1, tu as davantage de frais qui sont générés qui permettent de rendre plus sustainable le modèle économique d'Ethereum sur les décennies à venir, quoi, globalement. Donc, c'est un mix de ces trois choses-là. Difficile de savoir lequel représente quel poids dans la décision. Tu vois, c'est vraiment des décisions face à des consensus comme ça qui sont sociaux, hein, donc il n'y a pas de vote ni quoi que ce soit, c'est au feeling, mais c'est un mix des trois. Non, mais c'est intéressant d'avoir ton avis, hein, parce qu'effectivement, j'imagine qu'ils n'ont pas écrit sur le papier. Il faut quand même qu'on donne un peu à bouffer à ceux qui nous critiquent parce qu'on ne rentre pas de cash. Mais c'est un élément qui peut-être, sans doute, effectivement, parce qu'il y a eu des grosses discussions autour de la gouvernance d'Ethereum ces derniers mois. Hein, donc, ils ont quand même aussi un peu à démontrer. Il y a aussi l'effet prix. Qui fait que Ethereum sous-performe Bitcoin largement, mais aussi par rapport au bull run que tout le monde attendait. Donc, ouais, il y a aussi des gages un peu à donner quand même, j'imagine, à la communauté. Donc, ce retour un peu au layer 1, je pense qu'il est intéressant marketingement. Après, dans la pratique, on va y venir. Hein, je ne sais pas du tout si c'est possible et dans quelle mesure, mais je trouve ça intéressant de revenir peut-être un petit peu sur cette narrative que sur Ethereum, il peut se passer des choses aussi, pas obligatoire, pas obligé de se passer par les layers 2. Bon, alors, Fusaka, à quel problème ça entend apporter une solution? Est-ce que c'est, donc tu nous l'as dit, hein, voilà, rendre les L2 plus attractifs, moins chers, plus rapides, tout ça, et débuter, pourquoi pas, ce retour vers le layer 1 pour quelques transactions. Comment Fusaka apporte justement des réponses à ce problème? Et on entend parler voilà, de pire DAS, de blob, de tout ça. Raconte-nous un petit peu, c'est quoi Fusaka, si tu veux bien. Ouais, avec plaisir. Alors, tu te rappelles, je t'ai dit, il y a trois objectifs, scale L2, scale L1, improve UX, donc améliorer l'UX. Donc, je vais le faire un par un. Donc, d'abord, scale L2, qui est le plus important, le plus connu, le plus médiatisé, avec trois EIP, mais un qui nous intéresse tout particulièrement, qui est le IP PeerDAS. Donc, PeerDAS, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Peer Data Availability Sampling à la base. Donc, ça ne vous parle pas trop. Hein, si vous entendez ce mot pour la première fois, ça ne va pas trop vous aider. Mais le concept, il est simple, c'est d'implémenter le sharding sur Ethereum. Donc vous dites, ah mais le sharding, si vous êtes là depuis longtemps, c'est bizarre, ça a été abandonné en 2020, Ethereum nous dit non, non, le sharding, on abandonne. Mais en fait, non, le sharding est revenu à l'ordre du jour depuis longtemps déjà, hein. Il est prévu depuis longtemps, il est effectif depuis 2 jours, 3 jours. C'est on shard désormais sur Ethereum, mais on shard pas toute la blockchain, on shard uniquement une certaine partie de la blockchain qui est les blobs. On va revenir exactement sur ce que ça veut dire le sharding, qu'est-ce que c'est. Mais le concept, il est simple, c'est de dire plutôt que de demander à tous les nœuds de la blockchain de stocker tous les blobs, on va demander aux nœuds de stocker seulement un échantillon des blobs. Donc aujourd'hui, avant la mise à jour, on avait une moyenne, je vais rester simple, de 6 blobs à chaque bloc. C'est-à-dire qu'à chaque bloc qui a lieu sur Ethereum, vous avez 6 petites zones de data, donc 6 fois 628 kilooctets, qui sont réservées pour que les layers 2 puissent poster leur data. Tous les nœuds du réseau, donc Excuse-moi, est-ce que tu peux couper les notifications Discord, s'il te plaît?
parce Pardon. qu'elle te, elle te coupe. Mais c'est hyper intéressant cette discussion sur le sharding qu'on peut traduire par partitionnement. Et ceux qui nous suivent depuis longtemps savent que Multiversix, alias Elrond à l'époque, bah, sa proposition de valeur, c'était, et c'est encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, c'est justement de sharder, donc avoir plusieurs blockchains finalement rattachés à la MetaChain pour sharder l'information, pour augmenter la scalabilité. Mais je te redonne la parole pour Ethereum. C'est ça, tu me dis si c'est encore gênant, parce que du coup, j'ai pas eu le temps de paramétrer mon MacBook proprement. Tu me dis si le bruit arrive. Donc, effectivement, bah, l'idée initiale d'Ethereum, comme pour MVX aujourd'hui, c'était de sharder la blockchain, c'est d'avoir plusieurs blockchains en parallèle qui permettaient ensuite de tout être sécurisé. Là, on ne sharde pas la blockchain, on sharde uniquement les zones de data. Donc, je retourne à mon explication. À côté de chaque bloc, on avait 6 zones de data de 128 kilooctets chacune, et tous les nœuds du réseau devaient télécharger 128 kilooctets x 6. Le problème de ça, c'est qu'on ne pouvait pas du coup scaler le nombre de blobs. Si vous demandez d'augmenter le nombre de blobs, si vous en voulez 30 au lieu de 6, il fallait demander à tous les nœuds du réseau de télécharger 30 zones de data au lieu de 6. Et le problème, c'est que 30 fois 128 kilooctets, toutes les 12 secondes, ça demande une bande passante qui devient un peu balèze, si vous voulez. Et le principe d'Ethereum, c'est que les nœuds soient décentralisés, c'est-à-dire que n'importe qui dans le monde avec une connexion Internet potable puisse faire tourner un nœud. Ce qui n'est pas le cas de Solana, il faut être dans un data center, par exemple, pour faire tourner un nœud. Le problème, du coup, c'était de dire comment peut-on scaler les blobs, augmenter le nombre de blobs, sans pour autant perdre en décentralisation, et donc sans augmenter la bande passante nécessaire pour devenir un nœud. Pour ça, c'est très simple. Du coup, comment on fait? On va échantillonner, on va sharder les blobs, on va dire, écoutez-vous, vous allez stocker uniquement une certaine fraction des blobs, et chaque nœud sur le réseau va échantillonner des morceaux différents, et en échantillonnant de manière assez intelligente, on en parlera peut-être tout à l'heure, on peut vérifier que tous les morceaux, si vous voulez, des blobs ont été téléchargés sur le réseau, sans pour autant que chaque nœud télécharge l'intégralité du contenu du blob. Donc c'est l'avantage du sharding, c'est qu'on n'a pas besoin qu'un nœud ait toute l'information, un nœud a seulement une partie de l'information, mais avec suffisamment de nœuds sur le réseau, on peut s'assurer collectivement qu'on a bien toute l'information ensemble. Donc le sharding, c'est ça. Et le terme exact, du coup, c'est PIRDAS pour Data Availability Sampling. Sampling, ça veut dire échantillonnage en anglais. Data Availability, c'est les blobs. Donc on fait un échantillonnage des blobs et on le fait de manière pair à pair, d'où le nom de PIRDAS pour échantillonnage pair à pair. Et donc, c'est ça qui doit permettre sur le papier de scaler jusqu'à x8. Tout à fait. Alors, comment ça va se passer? Depuis le 3 décembre, on a mis en place l'aspect sharding, mais on n'a pas augmenté le nombre de blobs. Donc, pour l'instant, on a simplement mis en place le sharding en lui-même, l'échantillonnage. Ce qui veut dire que, je vais expliquer comment on fait cet échantillonnage juste après, ça n'a pas augmenté la capacité du réseau pour le moment. Par contre, on a prévu dans cette mise à jour des augmentations successives du nombre de blobs. En fait, on voulait faire ça tranquillement pour être certain que tout se passe bien. Et donc, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle un blob fork. Donc, c'est un fork qui est prévu à l'avance. Donc, aujourd'hui, là même, on va augmenter, on va passer de 6 à 10 blobs. En janvier, il est prévu de passer de mémoire de 10 à 15 blobs. Et petit à petit, on va augmenter comme ça. On n'a pas besoin de faire un gros hard fork. On peut faire des mini hard forks uniquement pour changer cette valeur-là. On va augmenter petit à petit et multiplier par 8 le nombre de blobs. Donc, on passera donc de 6 à 6 fois 8, ce qui fait 48, si je ne dis pas de bêtises, 48 blobs d'ici quelques mois, entre guillemets. Mais on fait ça progressivement parce qu'on veut être sûr de voir l'impact sur le réseau, notamment sur la bande passante des nœuds. On veut mettre personne en fait à défaut, donc on fait ça petit à petit. Ok, très bien, très clair. Alors, ça, c'est sur la partie L2. Est-ce qu'il y a autre Ouais. chose sur la partie L2 ou on passe à la partie Ouais, L1? ce qui est intéressant, c'est d'expliquer comment ça marche peut-être l'aspect échantillonnage, parce que Ouais. dire qu'on échantillonne, c'est bien gentil, mais comment ça marche concrètement? Donc c'est technique, mais je vais essayer de le simplifier. C'est le même concept, à la base qu'un CD ou qu'un QR code. Vous ne le saviez peut-être pas, enfin si en général on le sait, mais sur un CD, si vous rayez votre CD et que vous le mettez, il fonctionne toujours. Alors on n'a plus trop de CD aujourd'hui, hein, mais CD ou DVD, pour ceux qui ont nos âges ou plus vieux, vous avez connu, si vous le rayez, bah, ça fonctionne quand même. Votre jeu vidéo, il marche quand même, votre film marche quand même. Un QR code, vous ne le savez peut-être pas, mais si vous cachez un quart du QR code, sauf dans les coins, le QR code fonctionne quand même. Vous le scannez et vous avez quand même accès au site. Donc en fait, il y a une sorte de réplication de l'information qui est permis par ça. Ça s'appelle un algorithme qui s'appelle le Reed-Solomon algorithm. On s'en fiche, mais globalement, on prend les blobs et on les étend. C'est-à-dire qu'on duplique l'information. C'est pas vraiment une duplication, mais c'est un étendage d'information, ce qui va nous permettre d'être redondant. En dupliquant l'information comme ça, on peut ensuite échantillonner et faire en sorte que même si on perd une partie de l'échantillon, on est capable de retrouver la data totale.
C'est pour ça que sur un CD, même si vous le rayez, votre CD fonctionne toujours. Sauf si vous rayez 50% du CD, là, ça ne marchera plus. Il y a une limite à ça, mais l'échantillonnage fonctionne comme ça. Donc, on étend les blobs, on passe de 128 kilooctets à 256 kilooctets par blob, on duplique l'information pour simplifier, et ensuite on échantillonne, on demande à chaque nœud de stocker une partie. Donc, pour être très factuel, on divise les blobs en 128 parties, en 128 colonnes, et on va demander à chaque nœud de stocker uniquement 4 parties sur ces 128. Donc vous avez 128 colonnes, et chaque nœud va en garder que 4. Très exactement, il va en vérifier 8 et en garder 4. C'est-à-dire quand il reçoit un bloc, il va dire bah, donne-moi l'échantillon 1, le 2, le 12 et le 25, et on va demander 8. Comme ça, il vérifie que les 8 sont présents. Si les 8 sont présents, il considère que le bloc est correct, qu'il est bon. Et dans ces 8-là, lui, il va en garder que 4. Et vu qu'il en garde que 4, bah, ça demande par rapport à 128, vous faites 128 divisé par 4 et vous obtenez le ratio de gain en termes de place en fait, permis par l'échantillonnage et par le sharding des blocs. Donc, je ne vais pas rentrer de manière plus technique sur comment ça marche. Après, c'est de la cryptographie polynomiale, on s'en fout, je pense. Ça n'intéresse pas grand monde. Mais c'est intéressant de voir qu'on utilise les mêmes concepts que sur les CD ou les DVD ou les QR codes pour de la technologie blockchain. Ouais, bah ouais, de toute façon, on n'invente rien, hein, finalement. Hein, mais C'est ok, ça. très bien. On passe peut-être sur la partie L1. Alors, c'est quoi cette nouvelle technologie là qui permet de reconsidérer les transactions sur le layer 1? Tu sais que je te dis la vérité, dans tout ce qu'on se dit, c'est ça qui m'intéresse le plus, bizarrement. Je ne sais pas pourquoi, mais vraiment, je suis curieux de savoir comment Ethereum va réussir en natif à scaler alors. Ouais. Et je finis quand même sur le layer 2, mais c'est ce qui t'intéresse le Ah, plus. pardon, non, 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 mais moi je pensais que tu avais fini, désolé. Non, mais j'ai presque fini, mais juste dire pourquoi est-ce qu'on s'embête à faire tout ça, hein, à augmenter le nombre de blobs. Encore une fois, le but, il est simple, c'est d'augmenter la scalabilité des layers 2. Aujourd'hui, les layers 2, alors que globalement, la demande, elle est encore très faible, la demande mondiale pour la blockchain est très faible, ils ont déjà atteint la capacité qu'Ethereum offrait. C'est-à-dire qu'on offrait 6 blobs, les 6 blobs étaient remplis globalement en général. Et donc, l'important pour Ethereum, c'est d'augmenter année après année le nombre de blobs pour en fait permettre que plus de layer 2 ou que les mêmes layer 2 aient plus de transactions par seconde, si vous voulez, pour permettre davantage de use case et d'utilisation des layers 2 au cours du temps. C'est juste, je voulais conclure par ça, c'est qu'on ne fait pas ça non plus pour rien, quoi. Il y a un objectif derrière qui est d'augmenter la data disponible pour les layers 2 et donc que les layers 2 fassent plus de transactions. Fusaka permet un x8. À terme, on estime qu'on fera un x120 ou un x200, c'est pas encore très clair sur le nombre de blobs possible. Voilà. Et c'est quoi, pardon, la concurrence là-dessus? C'est quoi? C'est essayer de concurrencer Solana qui, elle, est en monolithique, ou c'est concurrencer, je sais pas moi, Avax avec les subnets, etc. Enfin, c'est quoi le principal concurrent contre lequel Ethereum entend se battre pour garder son avance, parce que ça reste, je crois quand même, hein, le premier écosystème blockchain en termes de volume, de TVL, tout ça. C'est quoi le principal concurrent selon toi contre lesquels ils additionnent les mises à jour pour rester devant, quoi? Ouais, c'est une bonne question. Ma vision change au fur et à mesure du temps, donc c'est pas évident, mais leur concurrent principal, ça reste les blockchains monolithiques à ce jour, hein. Donc c'est des blockchains comme Solana, comme Monad, comme Sui, etc., qui ont cette vision très monolithique de dire on prend la dernière tech possible, on met tout sur un seul layer 1 et on prend un trade-off de décentralisation qui est de dire bon, tant pis, on sera moins décentralisé, mais après tout, à quoi ça sert d'avoir 10 000 nœuds? Peut-être que 150 nœuds dans les data centers de par le monde, ça suffit. Ça, c'est le concurrent numéro 1. Et les concurrents numéro 2, ça va être toutes les blockchains qui ont des visions modulaires. Donc ça fut Cosmos par le passé, mais je pense que Cosmos aujourd'hui est, je ne vais pas dire mort, mais pas loin. C'est très difficile d'avoir beaucoup d'activités sur Cosmos. Des subnets comme Avalanche, Polkadot fut la concurrence à un moment. Donc en fait, tu te bats d'un côté sur les blockchains qui sont modulaires et de l'autre sur les blockchains qui sont monolithiques. Ethereum est un peu la seule blockchain qui est au milieu, qui cherche à la fois à développer sa branche monolithique et à la fois son aspect modulaire. Le dernier concurrent, ce serait tu les as cités tout à l'heure, c'est Celestia sur l'aspect data availability. Donc en fait, Ethereum est un peu. C'est difficile parce qu'il fait concurrence à tout le monde, ou plutôt tout le monde fait concurrence à Ethereum, si tu veux, parce qu'il est un peu au centre de tout ce qui se fait en termes de technologie. Mais il n'y a personne, il n'y a pas de concurrent qui fait la même chose qu'Ethereum aujourd'hui en tout cas. Donc il est concurrencé par des sous-parties, mais personne ne le concurrence en intégralité. Ok, très, très, très bien. Je te laisse poursuivre sur la partie Ouais, L1. donc Scale L1. Donc Scale L1, c'est des EIP assez techniques, mais qui sont intéressants. Donc il y a eu plusieurs EIP qui ont démarré dans Fusaka et qui vont ensuite être largement améliorés ou ajoutés dans les mises à jour futures
pour augmenter la gaz limite d'Ethereum. Donc, vous le saviez peut-être, mais depuis le passage dans le Proof of Stake, on a un nombre de gaz possible maximum à chaque bloc, qui est de 30 millions de gaz. Donc, toutes les 12 secondes, on a un maximum 30 millions de gaz. Le gaz, ça sert à quoi, hein, si on le simplifie? Ça sert à exprimer la difficulté de votre transaction, soit en calcul, soit en stockage de data. Quand vous faites une transaction sur Ethereum, elle consomme du gaz. Plus elle est complexe, plus elle consomme de gaz. Je simplifie. Okay, et donc, on a une offre qui est que toutes les 12 secondes, Ethereum met à disposition 30 millions de gaz. Et donc, c'est pas 30 millions de transactions, mais c'est des transactions qui peuvent consommer jusqu'à 30 millions de gaz. Avec Fusaka, on augmente, c'est pas que Fusaka, mais on augmente jusqu'à 60 millions de gaz. C'est-à-dire qu'on va doubler la gaz limite totale. On avait déjà monté petit à petit. On était passé en février 2025 de 30 à 36 millions. On était passé en juin de 36 millions à 45 millions. Et on est passé là avec Fusaka de 45 millions à 60 millions. Donc en gros, en l'espace d'un an, on a déjà doublé la scalabilité d'Ethereum. Vous pouvez faire 2 fois plus d'opérations aujourd'hui qu'il y a un an sur Ethereum. Et ça, c'est permis par d'abord les petites mises à jour qui ont lieu sur Pectra, mais aussi par des mises à jour qui ont lieu sur Fusaka. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? On a changer ce qu'on appelle des worst case scénarios. Il y avait certains opcodes, si vous voulez, qui consommaient énormément de gaz ou qui étaient mal configurés en termes de prix et qui, du coup, quand on prend des worst case scénarios, on disait bah, si cet opcode-là est utilisé massivement, si tout le bloc il est rempli uniquement de cet opcode-là, on fait planter le réseau. Il y a trop de bandes passantes qui est utilisée, trop de calculs, les nœuds ne sont pas capables de les gérer. Donc, on avait des problèmes de pricing de certains opcodes. Donc, on a certains opcodes, comme par exemple le modulo et l'exponentiel, qui ont été intégralement repricés et qui ont été limités dans la taille de leur entrée. L'entrée de cet opcode a été limitée en termes de taille, ce qui fait que le pire cas possible, le pire scénario, est devenu bien meilleur qu'avant. Et parce que le pire scénario est bien meilleur qu'avant, on peut se permettre d'augmenter la scalabilité totale du bloc. C'est pour ça qu'on passe petit à petit de 30 à 60 millions. Ça vous paraît peut-être insignifiant tout ce que je dis, et je viendrai sur la grosse mise à jour qui arrivera plus tard, mais ces petits trucs font des gros gains en final, parce que c'est les worst case scénarios qui définissent, donc les pires cas, les scénarios pires cas, qui définissent où on met la limite pour un bloc sur Ethereum. Donc on a des petites mises à jour de ce style-là, et on a également une mise à jour qui est importante, qui est de limiter la taille maximum d'une transaction sur Ethereum. Avant, elle n'était pas limitée. Une transaction pouvait prendre tout le gaz d'un bloc, donc les 30 millions, les 60 millions désormais. Avec Fusaka, on limite à 16 millions. C'est-à-dire qu'au maximum, une transaction peut coûter 16 millions de gaz. C'est important pourquoi? Parce que du coup, pour la suite, qui est le ZK, on y vient juste après, qu'est-ce qui t'intéresse le plus, je pense, JRM, pour cette discussion? On avait besoin de donner un pire cas sur la taille d'une transaction possible, et donc les 16 millions permettent de sereinement augmenter la gaz limite et d'anticiper le ZK plus tard. On a d'autres petites mises à jour comme ça, très techniques, mais c'est pas très agréable d'en parler à l'oral, mais retenez qu'en fait, on a repricé des opcodes, on a mis des limites qui permettent d'améliorer le pire cas possible d'un bloc, et donc grâce à ça, on peut augmenter progressivement le nombre de gaz maximum possible sur Ethereum. Et en un an, on a déjà fait x2. Et encore une fois, x2, ça paraît rien, mais sur une blockchain, c'est rare qu'on monte x2 en scalabilité en l'espace d'un an. Hein. Ça ne se fait pas tous les jours de monter de x2. Et d'ailleurs, Et ça nous. l'objectif, c'est de monter. Est-ce que Vas-y. c'est comparable, et pardon si ma question est stupide, mais je crois qu'il n'y a pas de question stupide. Là, on a doublé la taille du bloc sur Ethereum, c'est ça que tu dis? On a doublé la taille possible du bloc sur Ethereum. Alors, sur Ethereum, il n'y a pas de question de taille. C'est pas comme sur Bitcoin. C'est pas des mégaoctets qui définissent le maximum. C'est du gaz limite. Donc, on avait une gaz limite de 30 et on est passé à 60 en l'espace d'un an. Donc, oui, on a doublé. Si tu devais faire l'équivalent avec de la taille, même si l'équivalent il est partiellement faux, oui, on a doublé la taille des blocs sur Ethereum. Mais alors, justement, ça nous ramène à la discussion originelle hein, sur Bitcoin où certains étaient partisans, dont Vitalik Buterin justement, d'augmenter la taille des blocs, mais c'était au prix évidemment d'une moindre décentralisation et donc d'une moindre sécurité. Est-ce que là, c'est applicable aussi sur Ethereum? Est-ce que ça remet en cause en partie même la décentralisation et la sécurité du réseau ou pas du tout? Le but, c'est que ça ne la remette pas en cause. Alors, il y a deux choses à ça. C'est déjà, de un, la technologie évolue. Donc, au fil des années et des décennies, ça coûte de moins en moins cher d'avoir de la RAM. On a tous des bandes passantes qui s'améliorent, etc. Donc, on peut scaler en suivant la loi de Moore, si tu veux, et l'amélioration de la technologie. De base, on peut augmenter la gaz limite rien que par rapport à ça. Donc, déjà, c'était important. Mais en plus, ce que j'ai expliqué, c'est que les 30 millions, ils sont définis par rapport à un worst case scénario, par un pire cas possible, qui fait que si un bloc est intégralement rempli du pire cas possible, on peut faire ce qu'on appelle stoller le réseau, c'est qu'on peut avoir des personnes qui ne reçoivent pas le bloc, des forks de blockchain. Donc, on définit
la blockchain par son worst case scenario. En fait, on size, je cherche le mot en français depuis tout à l'heure, On met à la taille, quoi. ouais, enfin, c'est ça. On suit un cahier des charges qui part du worst case scénario. Et donc, toutes ces petites mises à jour qui sont faites sur Fusaka et qui ont été faites dans Pectra au préalable permettent d'adoucir ce worst case scénario, de le limiter. Et grâce à ça, on peut se permettre d'augmenter la taille des blocs sans pour autant avoir de problème sur la décentralisation. Ça, c'est des quick wins, en fait, ce qu'Ethereum est en train de faire, qui était un peu négligé par le passé parce qu'on disait, de toute façon, on s'en fiche, on ne va pas scaler le layer 1, on est en roll-up centric roadmap, donc ça ne sert à rien de faire ces quick wins, il fallait faire des arbitrages. Mais suite au changement de philosophie, on fait ces quick wins et après, on va faire un gros win qui est le ZK. J'y viens juste après pour scaler le layer 1. Mais Eh ben, là, on a fait que des petits quick wins. quand tu veux pour le ZK, parce qu'effectivement, c'est vrai qu'on en parle depuis longtemps. Certains ont essayé, mais bon, ça souffre quand même d'une très très faible adoption. Parce que il paraît que c'est cher, parce que c'est lourd, parce que c'est pas encore au point. J'en sais rien, mais en gros, j'ai l'impression que c'est une promesse qu'on nous vend depuis des années. Et que pour l'instant, on voit les principaux layer 2, c'est pas du ZK. Il n'y a pas de blockchain en L1 qui fait du ZK, ou en tout cas avec beaucoup de volume. Donc voilà, dis-nous un petit peu, c'est quoi, comment le ZK va révolutionner Ethereum, quoi. Ouais, alors en gros, le principe, c'est que le ZK à la base était pensé uniquement pour les layer 2 et les layer 2 ont un peu joué le rôle de guinea pig, comment on dit, de zone de test, de témoin, si tu veux, pour la technologie ZK. Et il se trouve que le ZK, même s'il est peu adopté en termes de layer 2, technologiquement marche très très bien. C'est un problème de sécurité qui nous reste aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas été testé sur de nombreuses années, donc on n'est jamais certain à 100% qu'il n'y ait pas une faille derrière, mais la technologie ZK fonctionne très bien. Donc le concept à terme pour Ethereum, c'est de dire, ce qui nous bloque, nous, sur le layer 1, c'est les nœuds. C'est-à-dire qu'un nœud a du calcul à réaliser, de la bande passante à consommer, puisque dès que tu fais une transaction sur Ethereum, tous les nœuds de la blockchain, donc c'est le principe d'un layer 1, vont redupliquer cette transaction, refaire la transaction sur leur propre machine. Et ça demande de stocker de la data, de faire du calcul, etc. etc. Et c'est ça qui, in fine, limite ta scalabilité. Le principe du ZK à terme, ce serait de dire, écoutez, nœud du réseau layer 1, on ne va pas vous demander de rejouer les transactions, on va vous demander une seule chose uniquement, c'est de vérifier la zero knowledge proof. C'est-à-dire que quelqu'un va émettre une zero knowledge proof, donc quelqu'un va créer un bloc, à côté de ce bloc-là, va émettre une zero knowledge proof qui prouve que ce bloc est correct, donc il a respecté des règles du réseau, etc., l'exécution du réseau, que si je t'envoie un Ether, j'avais bien un Ether en solde, etc. Et tous les autres nœuds du réseau ne vont pas devoir réexécuter le bloc, ils vont uniquement avoir besoin de vérifier la zero knowledge proof. Donc c'est exceptionnel, parce que du coup, tu peux drastiquement augmenter la taille des blocs, parce que ça n'a pas d'impact sur les nœuds. Les nœuds, ils ont une seule chose à faire, c'est vérifier la zero knowledge proof, et pas tout rejouer. Et donc grâce à ça, on pourrait avoir des blocs limites qui ne sont plus à 60 millions, mais qui sont peut-être à 1 milliard, voire 10 milliards, tu vois, en termes de gaz limite. Donc c'est ça le gain, mais qu'est-ce qui empêchait d'y arriver? C'est deux choses, c'est la rapidité pour créer des zero knowledge proof. Aujourd'hui, on appelle le ZK en temps réel, quand ton bloc il arrive toutes les 12 secondes, il faut que tu sois capable de créer une zero knowledge proof en moins de 12 secondes. Donc tu dis, je veux créer un bloc, ce bloc il contient 1 milliard de gaz, donc il y a beaucoup de transactions, il y a 1 milliard de gaz, mais il faut que j'arrive à créer une zero knowledge proof dans le même laps de temps que la création de mon bloc. C'est-à-dire que j'ai 12 secondes pour créer ma zero knowledge proof et pour l'envoyer sur le réseau. Je simplifie exprès en termes de temporalité, mais c'est ça qui est intéressant. Et on n'avait pas aujourd'hui la technologie suffisamment mature pour être capable de créer des zero knowledge proof en moins de 12 secondes. Ça n'existait pas, on ne l'avait pas, c'est très récent, et c'est encore en train de s'améliorer. Chaque année, on divise quasiment par 10 la rapidité pour créer des zero knowledge proof. Et donc, grâce à ça, on pourra à terme, on est en train de flirter entre les 10 et les 12 secondes. Il y a un site qui s'appelle ethproof.net, je crois, ou .com, qui permet de voir en temps réel combien de temps on met pour scaler, pour créer une zero knowledge proof d'un bloc Ethereum. Mais une fois qu'on arrivera à quelque chose comme, je ne sais pas moi, 4 secondes, 5 secondes dans les worst case scénarios, on pourra intégralement changer Ethereum en ZK. On pourra dire, bah, écoutez, c'est bon, on passe en ZK. Dès qu'on crée un bloc, il faudra en plus créer une zero knowledge proof en moins de 4, 5, 6 secondes et transmettre cette zero knowledge proof à tout le réseau. Et à partir du moment où on aura réussi à faire ça, on pourra largement augmenter la gaz limite d'Ethereum. C'est .org. .org peut-être, oui. .org. ethproof.org, je pense. Voilà, ceux qui veulent aller voir, c'est vert et noir. C'est ça. Euh, Il y a pas mal de teams différentes qui se battent sur le sujet, dont beaucoup viennent des layers 2. On a la team de Zcasing, par exemple, la team de Polygon, qui ont énormément travaillé sur les Zero Knowledge ces 3 dernières années, à la base pour leur layer 2, mais qui vont leverager cette technologie fraîchement créée pour scaler le layer 1. ok, ça c'est hyper intéressant. Et alors, selon toi, à quelle échéance Ethereum L1 va passer en 100% ZK? C'est vraiment ça l'objectif? Ouais, c'est 100% ça. Alors,
Dans un premier temps, ce ne sera pas 100% ZK. Je pense qu'il y aura du ZK plus une autre technologie en parallèle pour être sûr. Si jamais le ZK a un problème, tu as un backup. Mais l'objectif annoncé, donc ça a un nom, hein, cette roadmap s'appelle la roadmap Lean Ethereum, Lean, Lean Ethereum. C'est le fait de leaner et de transformer tout en ZK, hein, à tel point que plus tard, tu pourras avoir un nœud Ethereum sur une smartwatch, hein, parce que ta smartwatch pourra elle-même vérifier la Zero Knowledge Proof. Tu pourras avoir un nœud léger, pas un nœud complet, mais un nœud léger sur ta smartwatch, par exemple. La timeline, ça a été annoncé l'année dernière et c'était à une timeline de 5 ans l'année dernière. Donc il reste à peu près 4 ans dans l'idée pour cette timeline-là et ça se fera petit à petit, itérativement. Et pourquoi tout ce qui se fait sur Fusaka est important? C'est qu'en fait, je reviens à mon histoire de worst case scénario. Le problème vraiment des ZK Proof, c'est d'être capable de les créer en temps réel, en moins de 12 secondes. Et pour les créer en moins de 12 secondes, il faut que même le pire des cas possibles d'un bloc Ethereum se prouve en moins de 12 secondes. Et donc, toutes ces petites mises à jour, ces petits quick wins, permettent justement de drastiquement diminuer les worst cases et donc d'être capable à 100% de certitude de créer des zero knowledge proof en moins de 12 secondes. Donc, c'est pour ça que le grand public n'est pas trop au courant, mais tous ces petits quick wins qu'on gagne permettent d'augmenter la gas limite à court terme, mais à long terme permettront d'avoir le ZK et donc d'être certain de pouvoir vérifier en moins de 12 secondes un bloc Ethereum. Mais alors, si on arrive à ça, les L2, ils seront complètement obsolètes. Alors, oui et non, parce que tu as quand même une limite. Ça veut dire que créer une zero knowledge proof de 1 milliard de gaz, c'est pas la même chose que créer une zero knowledge proof de 1000 milliards de gaz. Dans tous les cas, tu as une limite, si tu veux, possible. Et si tu imagines un monde où. Ça dépend si tu es optimiste ou pas sur la blockchain. Si tu imagines un monde où il y a énormément d'interactions et de transactions qui ont lieu sur la blockchain dans le futur, dans tous les cas, une seule blockchain, même avec le ZK, ne pourra pas avoir toutes les transactions de la planète. C'est pas possible. Donc on imagine j'ai plus de mémoire, c'est 1 million de TPS qui est visé à terme sur Ethereum avec le ZK. C'est-à-dire qu'on aura quand même une limite qui est à environ 1 million de TPS. 1 million de TPS, c'est très bien, mais c'est environ 10 transactions par personne par jour sur Terre. C'est-à-dire que toi, tu pourras faire 10 transactions maximum par jour sur Ethereum. Et si chaque individu fait 10 transactions, ce sera un maximum. C'est très bien, mais si tu veux mettre des jeux vidéo sur la blockchain, tu atteins une limite. Tu as peut-être besoin de milliers de transactions par heure dans un jeu vidéo. Donc on aura toujours besoin des layers 2, mais pour d'autres applicatifs, peut-être qui ont besoin de moins de sécurité ou de beaucoup, beaucoup plus de scalabilité. Ok, écoute, c'est vraiment hyper intéressant. Et alors justement, est-ce que tu sais toi comment justement ZK ou ZK Sync là, je sais pas quoi, et je la connais pas bien celle-là, et Starknet que je connais un petit peu mieux parce qu'Abdel vient souvent dans l'émission. Comment, alors je pourrais leur demander, mais je sais pas si tu suis un peu leurs échanges, comment eux ils voient cette stratégie ZK centrique, hein, voilà, alors que eux finalement c'était un peu leur plus-value quand ils se sont lancés. Tu sais un peu c'est quoi leur position là-dessus ou pas? Je ne sais pas exactement, pas pour tous en tout cas. Ce que je sais, c'est que déjà, certains de leurs équipes contribuent à l'aspect zero knowledge du layer 1, donc à la création des ZK Proof, ils contribuent. Et il y a aussi, entre guillemets, c'est pas de l'argent à faire, mais il y a un business model à faire. C'est que j'ai été un peu rapide dans mon explication, mais être capable de créer des blocs et des ZK Proof, ça pourrait être fait que par ce qu'on appelle des builders qui ont des grosses machines. Ça veut dire que les validateurs seront très décentralisés. Par contre, les personnes qui créent les blocs, les builders, qui doivent créer le bloc et créer la ZK Proof, eux, ils devront être plus costauds, si tu veux, en termes de machines. Ça demande beaucoup de puissance de calcul d'être capable de créer des zero knowledge proof. Et donc, toutes ces entreprises, donc Zcasing, etc., créent en ce moment des réseaux décentralisés de création de ZK proof. Donc, tu as peut-être entendu parler de Succinct, par exemple, ou de Brevis. Ce sont des réseaux décentralisés qui permettent justement. En fait, c'est un peu comme le minage, quoi. C'est de mettre à disposition tes propres GPU, par exemple, pour être capable de créer des ZK proof. Donc, on va décentraliser même la création de ZK proof. Donc, tu as des équipes, ZK, chez Starknet, je ne sais pas, mais chez ZK-Sync ou chez Polygon, qui travaillent là-dessus. Nous, on va créer des ZK et on va créer un réseau décentralisé de ZK derrière. Donc, la technologie peut être utilisée dans ce but-là. Après, est-ce qu'ils apprécient le fait que le L1 cherche à scaler et que donc potentiellement ça peut impacter leur business model à eux en tant que layer 2? Ça, je ne sais pas. J'avoue que je ne suis pas allé leur demander. Ce serait intéressant que tu le demandes à Abdel la prochaine fois, ce qu'il en pense. Je ne suis pas sûr que ça les gêne. Mais peut-être que oui, niveau business model, le fait qu'Ethereum ait dit pendant plusieurs années, écoutez, on mise tout sur les layers 2 et que maintenant on dit que ouais, vous êtes bien gentil, mais on va récupérer la DeFi et les frais pour nous. Voilà, je sais pas. Je sais pas. Ok. Non, mais ouais, j'en parlerai avec lui, mais c'est intéressant. C'est fini pour le L1, on passe à l'UX. Ouais, on peut on peut passer à l'UX. Et l'UX, c'est vraiment une mise à jour principale. Il y en a plusieurs, hein, mais c'est une mise à jour principale qui est, alors elle est technique, hein, mais c'est l'adaptation d'une nouvelle courbe elliptique. Alors, c'est pour ça que tes cours vont te servir.
Euh, donc, si tu te rappelles bien, hein, dans la blockchain, on a de la cryptographie asymétrique qui permet de passer de la clé privée à l'adresse. Donc, on passe de la clé privée à la clé publique avec ce qu'on appelle une courbe elliptique. Et ensuite, on passe de la clé publique à l'adresse avec une fonction de hachage. C'est un peu technique, peu importe. Mais la courbe elliptique qui est utilisée dans les blockchains, que ce soit sur le Bitcoin ou sur Ethereum, elle est un peu particulière. Elle est utilisée globalement, pas que dans les blockchains, mais surtout dans les blockchains. Elle s'appelle, alors de tête là, devant c'est SEC 256K1, mais je me trompe peut-être à un terme près, peu importe. Et cette courbe elliptique, elle est un peu embêtante parce que du coup, elle n'est pas gérée par la plupart des outils hardware classiques. Nos PC, nos smartphones, ils ne gèrent pas cette courbe elliptique-là. Donc, quand on veut créer des wallets avec ce genre d'outils, des PC ou des smartphones, on était un peu limité. Les smartphones et les PC, utilisés pour la biométrie notamment, vous savez, le fameux Touch ID ou le fingerprint, pour sécuriser l'accès à vos smartphones, une autre courbe elliptique qui s'appelait la SECP 256R1. Donc, ce n'est pas le K1, c'est R1 à la fin. Donc, toute la biométrie dans les smartphones, dans ce qu'on appelle les secure enclaves, j'y viendrai juste après, est faite avec cette courbe elliptique-là. En fait, dans votre smartphone, vous avez une sorte de petite puce sécurisée de secure enclave qui définit un secret, la fameuse clé privée, et qui permet ensuite d'utiliser ce secret avec les courbes elliptiques. Donc, quand vous vous authentifiez avec votre biométrie sur un smartphone, c'est un peu le même concept que sur une blockchain, il y a une histoire de clé privée et de courbe elliptique derrière. Cette courbe elliptique n'était pas gérée par les blockchains, donc on ne pouvait pas réutiliser les secure enclaves des smartphones ou les secure enclaves des PC pour créer des hardware wallets au sein de nos smartphones ou au sein de nos PC. On avait besoin d'acheter des hardware wallets ségrégés, d'où les fameux Ledger, Trezor, etc. Vous achetez un wallet qui a une autre secure enclave fait pour cette courbe elliptique-là, la courbe elliptique des blockchains. Avec cette mise à jour sur Ethereum, on a désormais ce qu'on appelle un précompile, mais peu importe, c'est un opcode qui permet de gérer la courbe elliptique qui finit par R1. Et donc désormais, vous pourrez, tout ça pour dire, vous pourrez gérer vos signatures digitales, vous pourrez créer des signatures digitales grâce aux secure enclaves de vos smartphones ou de vos PC. Concrètement, vous pouvez utiliser votre smartphone comme hardware wallet, si je devais le résumer. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas utiliser de smartphone comme hardware wallet, c'est très compliqué ou ça coûtait très cher parce qu'il fallait créer des smart contracts custom qui coûtaient cher pour gérer les signatures dédiées. Et donc désormais, vous pourrez sur Ethereum avoir votre clé privée qui est gérée dans la secure enclave de votre smartphone. Et donc votre signature se fait avec votre biométrie. En gros, vous avez un wallet où pour signer, vous mettez Touch ID, vous mettez votre empreinte digitale et vous signez votre transaction. Et donc c'est pour ça que c'est une énorme avancée en termes d'UX, parce que les wallets, tu le sais toi comme moi, c'est extrêmement compliqué à utiliser. Hein, et il faut savoir gérer une seed, signer, etc., etc. Si plus tard on demande de signer simplement en mettant son empreinte digitale sur son smartphone, on a tous l'habitude de ça. C'est comme ça qu'on s'authentifie sur les banques, dans les services bancaires. Tout ce qui est un peu sensible sur nos smartphones sont gérés comme ça. Donc c'est une énorme amélioration, avec un caveat quand même, c'est que ce sera possible que pour ce qu'on appelle les smart contract wallets. Donc sur la blockchain, il y a les EOA, les wallets traditionnels, ceux que vous gérez avec MetaMask ou Rabi par exemple. Eux, malheureusement, c'est une seule courbe elliptique possible, c'est celle qu'il y avait par défaut, la K1. Quand vous créez un smart contract wallet, c'est grâce à ça que vous pourrez désormais utiliser un signer, donc un signataire qui est géré par cette courbe elliptique-là, par le R1, et donc utiliser votre smartphone comme signer, votre PC comme signer, et non plus un ledger ou autre chose. Alors, tu sais à quoi ça me fait penser? Déjà, merci pour cette explication. J'ai tout compris. Ça me fait penser à l'article qu'avait publié Vitalik sur Risk5. Et en fait, en gros, il partait du principe que Ethereum, la machine virtuelle Ethereum, elle n'était pas faite à la base pour les ZK. Et en fait, il s'est dit, si on veut vraiment se développer à l'échelle industrielle, à l'échelle mondiale, il faut qu'on ait une infrastructure qui permet de reconnaître, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, mais bon, vous m'excuserez, hein, les ZK. Et en fait, le standard, l'infrastructure qui est utilisée aujourd'hui beaucoup, c'est RISC-V. En plus, je crois que c'est open source et tout, donc c'est en B et tout. Et là, ce que tu me dis là, encore une fois, dis-moi si je divague, mais j'ai l'impression que c'est un peu la même volonté, c'est de passer Ethereum à l'échelle industrielle en se basant sur les standards technologiques, entre guillemets, du marché. Est-ce que ça fait sens ce que je te dis ou pas du tout? C'est exactement ça. C'est en gros de dire on a des millions de hardware dans le monde qui utilisent une courbe elliptique que nous, on n'était pas capable de gérer, ou alors on pouvait la gérer, mais ça coûtait très cher en gaz, parce que ça existe déjà, hein, mais ça coûte très très cher en gaz. Et donc on va simplement mettre à jour Ethereum pour dire bah, désormais, prenons en charge dans le code source directement tous ces hardware avec leur propre courbe elliptique. Parce que en gros, le monde entier est équipé de ça. Donc tu as tout à fait raison, c'est une bonne manière de le résumer.
Ok, hyper intéressant. Bon, bah, écoute, parfait. Est-ce que tu veux faire une petite conclusion en guise avec une ouverture vers la prochaine mise à jour qui s'appelle Glamsterdam, qui aura lieu, si j'ai bien compris, Q2 2026. Ah non, pas Ouais, Q2, alors le Q2 2026. deuxième semestre, de ce que j'ai lu. Ouais, c'est ça, c'est à prendre avec des pincettes. Je pense que deuxième semestre 2026, ce sera déjà pas mal. Ne soyons pas plus précis pour l'instant, il n'y a pas de date qui a été actée. Mais tout à fait, une ouverture. Sur Glamsterdam, donc, il y a une nouvelle gouvernance qui a été mise en place sur Ethereum qui est vachement plus claire et plus lisible désormais. Donc, il faut savoir que, en gros, je simplifie, mais 6 mois à 8 mois avant la prochaine mise à jour, on décide déjà des un ou des deux gros clients, enfin pas clients, mais mises à jour qui auront lieu, des grosses EIP, si vous voulez. Donc on connaît déjà les deux grosses mises à jour qui auront lieu dans Glamsterdam. Glamsterdam, c'est le nom du prochain hard fork d'Ethereum. Et on connaît déjà, ça y est, ça a été acté, les deux grosses mises à jour qui auront lieu. Elles s'appellent BAL pour Block Access List et elle s'appelle IPBS pour Enshrine Proposer Builder Separation. C'est hyper technique. Il faudrait que j'y revienne effectivement sur les deux. Ce ne sera pas le but de ce live. Mais on connaît déjà ce qui va se passer sur Glamsterdam pour les grosses mises à jour. Par contre, on n'a pas encore choisi les petites mises à jour, les petits EIP qui accompagneront les deux grosses EIP. Si vous voulez suivre ça de près, il y a un super site désormais qui s'appelle Forkcast. Pareil, je ne sais plus si c'est .org ou .net, c'est mon indicateur qui s'en rappelle pour moi. Ça s'écrit Forkcast, comme si on castait un fork, un forecast. Il faut plutôt un jeu de mots avec la météo, les prévisions, le forecast. Qui est très très sympa, hyper bien fait, hyper lisible. Vous voyez toutes les grosses mises à jour qui arrivent, une explication de chaque EIP. Et ce que vous devez retenir, si je ne décris pas le PBS et BAL pour l'instant, c'est que c'est deux mises à jour qui sont drastiquement liées à la scalabilité du layer 1. C'est-à-dire qu'après Glamsterdam, on va augmenter massivement, et je dis bien massivement, la scalabilité du layer 1. On anticipe, on est à 60 millions de gaz aujourd'hui, qu'on pourra passer à 200 millions de gaz fin 2026. Donc tu vois, ça fait un x3 à peu près par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Et donc ce serait en tout un x6 par rapport à ce qu'on avait début 2025. Donc une blockchain qui augmente de x6 en scalabilité, encore une fois, c'est pas mal. On est loin du x100 hein, qu'on pourra avoir avec le ZK, mais c'est déjà pas mal, tu vois. Donc petit à petit, on a plein de gains comme ça qui permettent d'améliorer la blockchain. C'est beaucoup d'itérations, en fait, c'est beaucoup d'itérativité pour améliorer le layer 1. Si ça vous intéresse, vous pouvez le voir sur Forecast. Et puis d'ici là, je pense que tu me réinviteras pour qu'on explique en détail Glamsterdam. Avec grand plaisir. Bon, et alors, Ethereum, quand est-ce qu'il prend un peu de valeur? Parce que ça build, ça build, ça build, mais le TH, ça déçoit surtout. Alors, sans rentrer dans le Alors, détail en investissement ou la prophétie, comment tu peux expliquer la symétrie entre ça build, ça se développe, ça répond à des véritables problèmes, mais pour autant, ETH, lui, pas ouf. ouais, alors, je dirais deux choses. Déjà, tout prend cher par rapport à Bitcoin, mais Ethereum, l'Ether est ce qui a pris le moins cher hein, par rapport à Bitcoin aussi. Donc, on dit que l'Ether performe moins, c'est vrai, mais quand tu compares tous les actifs par rapport à Ether, c'est celui dans les altcoins qui reste le plus stable quand même, dans les autres layers 1, on va dire en tout cas, parce qu'il y a quelques tokens applicatifs que je mettrai de côté. Donc, sur les blockchains, sur les layers 1, l'Ether reste résilient, mais tu as tout à fait raison, beaucoup moins performant que Bitcoin. Je pense qu'il y a deux raisons à ça. Il y a une vraie raison marketing hein, qui est que Bitcoin a un product market fit aujourd'hui au niveau des institutions qui est gigantesque, hein, qu'on n'avait pas forcément anticipé, que l'élection de Trump a largement aidé. Donc on a une vraie narrative sur les réserves de valeur dans ce qu'on appelle en ce moment le debasement trade, hein, où tout le monde a peur de la perte de valeur des monnaies, donc tout le monde se jette sur l'or, le bitcoin, etc., etc. Cette narrative n'a pas pris cours sur l'Ether. L'Ether est plus complexe. C'est à la fois une réserve de valeur, mais c'est aussi un actif qui sert à plein de choses, hein, dans la DeFi, sur le proof of stake, sur la validation. Donc il est plus difficile à cerner. Donc il n'a pas eu la même narrative que Bitcoin. Et sur toutes ces évolutions ensuite, par contre, où il y a beaucoup de builds, comme tu l'as dit, sur Ethereum, ça ne se voit pas trop c'est encore c'est naissant, tu vois, il y a plein de choses qui arrivent, mais ça se voit encore assez peu. Il faut aussi intéresser vraiment de très près pour voir tout ce qui arrive dans cet écosystème-là. Et donc, je pense que ce n'est pas encore le prime time d'Ethereum sur le sujet. Il faut encore qu'ils prouvent qu'ils arrivent à scaler. Ils annoncent vouloir scaler, mais il faut prouver qu'ils y arrivent, à mon avis, avant qu'on ait un véritable changement. Ce qui pourrait faire exploser le prix de l'Ether à terme, c'est une adoption massive institutionnelle du Layer 1. Ce qui commence à arriver. On a BlackRock, Vanguard, tout le monde, Amundi qui a annoncé encore cette semaine tokeniser des fonds sur Ethereum mais c'est les prémices. Quoi. Et donc, on n'a pas une narrative aussi claire que sur Bitcoin à ce jour. Après, moi, tu sais très bien, je ne suis pas trader du tout. Je suis sur le fondamentalisme et j'ai réfléchi à des Ouais, investissements moi, sur. c'est pareil. Hein. Je te pose Voilà, la question parce qu'il y en a peut-être certains qui se la posent, hein, même si moi, je ne te cache pas que je m'en fiche aussi complet. Mais c'est intéressant d'avoir ton analyse aussi parce que c'est vrai que le prix, c'est aussi le meilleur marketing d'une blockchain.
Tout Donc à fait. forcément, c'est pas complètement inintéressant, même si je suis d'accord avec toi, c'est tellement mu par des enjeux de spéculation, de manipulation de marché, etc., qu'il n'y a pas évidemment jamais qu'une seule bonne réponse à ces questions sur le prix. Merci beaucoup, Gaëtan, d'avoir pris le temps de venir nous expliquer de façon aussi brillante cette mise à jour qui n'est pas si simple en vérité et qui est finalement multifactorielle. Et j'ai découvert avec toi voilà, que Ethereum se réintéresse au Layer 1 et notamment pour préparer les EK dans les 4 à 5 années à venir. Donc, on va suivre ça. Et oui, je me permettrai de te réinviter dès que le besoin se fera sentir pour parler de Ethereum, mais pas seulement, hein, parce que je sais que l'écosystème vraiment dans son ensemble t'intéresse. Merci beaucoup, Gaëtan. Et puis, belle fête de fin d'année pour toi et à toute l'équipe Alira. Merci, bonne fête à toi aussi. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir comme d'habitude et au plaisir de se retrouver très rapidement, effectivement, pour n'importe quel sujet, pas que Ethereum. C'est mon dada en général, mais on peut parler de plein d'autres choses. Et avec plaisir. Prends soin de toi. Salut, Gaëtan. À bientôt. Merci Jérém, ciao, ciao. Ciao. Les amis, cette émission est terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, évidemment, comme vous le savez, bien sûr, c'est la dernière émission de la semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission jeudi à 18h et ensuite ce sera les fêtes. Donc voilà, vous allez pouvoir d'une part, peut-être passer du temps sur d'autres contenus, d'autre part peut-être rattraper les vidéos que vous avez manquées, que vous n'avez pas eu le temps de voir. C'est aussi ça l'avantage de se calmer un petit peu d'ici la fin de l'année, c'est de vous laisser l'occasion et le temps de découvrir les interviews que j'ai données cette année et que vous auriez manqué. En tous les cas, je vous remercie voilà, pour votre soutien en ligne, mais également aux différents dons que vous faites à la chaîne, soit en cliquant sur le bouton rejoindre sur YouTube, soit en faisant un don en euros ou en crypto grâce au lien que vous trouvez en description et je vous le remets ici évidemment. Je remercie aussi notre partenaire Alira bien sûr qui nous soutient depuis plus de 2 ans maintenant et puis je vous souhaite une belle semaine et puis je vous dis à jeudi prochain, donc jeudi en 8 comme on dit, à 18h ou 19h plutôt avec Ulrich Fromy qui est de mon point de vue l'un des meilleurs amateurs en économie autrichienne et on parlera avec lui évidemment de plein de sujets d'actualité. Prenez soin de vous et à bientôt.